Mais je suis tellement fier. Je suis avec Étienne-Alexandre Beauregard, qui est auteur et chercheur chez Cardus. Salut, comment tu vas, Étienne? Salut, ça va très bien. Écoute bien. Moi, je t'ai connu à travers Cube Radio. Et la première question que je vais te poser, c'est parce que tu as 25 ans? J'ai 25 ans. Je me disais, j'allais te dire, comment ça se fait que tu es toujours habillé comme un bonhomme de 70? Ta cravate, puis ton habit. Il arrive, puis genre, mais écoute, je suis tellement content. Avec que je sois en polo? Oui! Hey, mais tu rirais parce que ma blonde, elle trouve que je m'habille bien mieux en hiver qu'en été. Fait que je vois qu'il y a des opinions contradictoires là-dessus. Alors, je trouve ça formidable. Non, exact. Mais là, c'est parce qu'il fait 27 degrés dehors, fait que j'ai pas le choix. Ben écoute, sais-tu quoi? Ça t'enlève aucune crédibilité, bien au contraire. C'est fantastique. Et je suis content que tu sois là parce que il y a toutes sortes d'affaires dans ce qui est autour de toi qui m'intéresse, mais on va en reparler une autre fois parce que tu vas venir souvent. Je sais que ça va être intéressant. Avec plaisir. Mais on va commencer par ton sujet d'aujourd'hui qui est le programme d'expérience québécoise. Donc, c'est vraiment l'espèce de programme qu'on entend tout le temps, là, le PEC. Moins d'immigration, plus on l'a barré, ça marche pas, telle affaire. Oui, mais on a entendu, en fait, tout un peu un ramdam avec ça à l'automne passé. Là. Mobilisation, en fait, ou à peu près tout ce qu'il y a d'intérêt particulier au Québec, que ce soit les universités, les entreprises, les personnes concernées eux-mêmes, se sont un peu mis ensemble contre le gouvernement pour essayer de faire changer cette décision-là de fermer le programme. Puis là, alors qu'on l'a rouvert après toute cette pression-là, hier, je me suis dit, je vais montrer l'autre côté de la médaille, parce que je pense effectivement que chez les têtes parlantes, il y en a beaucoup qui ont applaudi ça en disant « Ah là là, c'était la bonne décision oui. ». Mais je pense qu'il y a un autre côté aussi qu'on a peut-être négligé. Puis la question, c'est la question de la sélection de l'immigration. Parce que c'est pas pour rien que le gouvernement a décidé de mettre ce programme-là de côté pour aller, en fait, revenir vers le système de points. Hein. On sait, juste pour la mise en contexte, le système de points, c'est la base un peu du système d'immigration permanente canadien-québécois où on a une grille sous toutes sortes de critères, que ce soit au Québec, par exemple, on parle le français, on est diplômé du Québec ou d'ailleurs, dans quel domaine, est-ce qu'on a un emploi, est-ce qu'on reste à Montréal ou en dehors, toutes sortes de critères comme ça qui vont faire que plus tu as de points, plus tu vas être prioritaire puis plus tu vas avoir ta chance d'avoir ton certificat. Alors ça, c'est dans un, si on pourrait appeler un canal d'immigration classique. Là, on enlève évidemment les demandeurs d'asile, tout ça par rapport. Ça, c'est l'immigration permanente, régulière. Ouais. Et le PEC, qu'est-ce que ça va faire? C'est un peu une voie de contournement pour transformer les temporaires en permanents. Okay. Et là, ça fait que justement, des gens qui vont être diplômés, par exemple, d'institutions québécoises, oui, des universités, mais aussi des cégeps, et des fois, on l'a vu, des collèges bidons un peu qui s'en servaient pour attirer, ou des gens qui ont une expérience de travail. Le collège La Salle, genre, où il y avait un collège ça. Puis eux autres, c'était juste, c'est qu'ils chargent une totale pour dire, venez chercher notre diplôme XYZ. Exact. Puis de fait, ils vendent la citoyenneté la plus convoitée au monde. Voilà. C'est du Canada. Voilà. Puis on voyait aussi, ça c'était complètement burlesque, autour de 2021, je sais pas si tu te rappelles de ça, le cégep Gaspésie-les-Îles avait un campus 100% anglophone à Montréal qui faisait quasiment juste des diplômes éclairs de 8 mois pour des étudiants indiens. Non, tu m'apprends ça. Ben, c'était une manière de financement, tu sais. Oui. Mais de fait, est-ce que c'est vraiment ça qu'on avait comme intention avec ce programme-là? Puis la question vraiment que ça pose pour moi, la sélection du PEC, c'est de dire qui devrait choisir qui vient ici. T'sais. Donc, toi, avant de qui devrait être accepté, tu poses la question qui devrait choisir. Ben oui, parce que si c'est le gouvernement du Québec qui est capable de mettre ces critères, ben à ce moment-là, d'abord, c'est un peu plus démocratique aussi. Le citoyen peut décider un peu dans quelle direction est-ce qu'on s'en va. C'est plus transparent. Parce que si, là, tu me permettras l'image, si c'est McGill puis McDo qui décident qui va être les immigrants de demain, ben ça se peut que leurs intérêts, ça soit pas les mêmes que le gouvernement du Québec, pas les mêmes que l'ensemble des citoyens. Puis je pense que toute cette saga-là, on a vu la grosse pression, hein, le mouvement, les maires qui ont embarqué là-dedans, c'est vraiment de montrer qu'il y a juste un acteur au Québec qui a potentiellement intérêt à baisser l'immigration, puis c'est le gouvernement du Québec. Mais quand il est tout seul, puis quand les citoyens ne se mobilisent pas pour lui, il va toujours perdre. Oui, mais le gouvernement, alors je t'arrête là-dessus, mais si tu dis que le seul acteur, parce que je trouve ça intéressant, c'est le gouvernement, c'est qui représente la population, qui n'est pas nécessairement concerné par l'immigration. Moi, j'en connais du monde qui disent, écoute, j'ai un ami, moi, qui a une start-up, il fait des petits processeurs, il compétitionne Bluetooth, OK, sans fil. Puis, je veux dire, c'est une épreuve, c'est les 12 travaux d'Astérix pour avoir un ingénieur qui vient d'Amsterdam, qui est parfaitement qualifié. Tu me suis? Donc, lui, il y a une réalité. Puis en plus, il fait venir une tête, là. Il fait pas venir que... Bon, ça fait que... Qu'est-ce que tu réponds quand tu dis qu'il n'y a que le gouvernement qui a intérêt à baisser les seuils, mais il représente la population? Ben, moi, c'est sûr, tu regardes les sondages. Quand tu sondes, la majorité des gens vont dire qu'il y a trop d'immigration en chiffres en ce moment. C'est ça. Après, c'est compliqué. T'sais, d'une certaine manière, on peut faire l'analogie avec les changements climatiques. Hein. Il y a comme un problème global qui est causé par toutes sortes de décisions individuelles. Puis là, tu as dû après te dire, est-ce que c'est dans les étudiants, est-ce que c'est dans les entreprises, est-ce que c'est les demandeurs d'asile, ben, eux qui vont juste arriver, qu'on devrait couper. Puis là, c'est pour ça que c'est une question qui est tellement plus compliquée puis qu'on peut pas régler ça en criant à ciseaux. Autrement, on n'en parlerait plus aujourd'hui. Mais il y a toutes sortes de pressions
positions contradictoires comme ça. Puis moi, j'avoue que je continue de penser que c'est mieux d'avoir un système de sélection permanente qui est déterminé selon des critères généraux comme la langue, la diplomation, l'emploi, puis que c'est contrôlé par le gouvernement du Québec. Excuse-moi, mais qui serait indépendant à ce moment-là ou qui resterait selon, peu importe, selon les types de gouvernement? Comme ou qui changerait avec. Okay. Bien, souvent, le système de points, c'est assez rare qu'il a changé. Là, on a vu la réforme avec le PSTQ, justement, qui a remplacé un peu. Mais je pensais que tu l'as dit de mettre en place des gens, un comité en particulier, de créer quelque chose, une nouvelle entité qui allait déterminer ces gens-là, parce que tu parles de ceux qui devraient avoir le choix de choisir, le droit de choisir. Je pensais que c'est là que tu l'allais. Si on revenait au système de base, en fait, celui qui a toujours fonctionné, où c'est le gouvernement qui détermine des critères pour devenir permanent, on s'épargnerait beaucoup de troubles. Bon, mais c'est encore ça. Ben oui, mais la part de l'immigration qui est sélectionnée par ça, maintenant, est assez minime. Oui, je sais, mais je veux dire, il y a eu de l'influence, mais c'est pas McGill qui, tout à coup, vient de décider c'est quoi les règlements, tu comprends? Mais c'est-à-dire que si ton permanent, il peut juste avoir été temporaire avant, puis que c'est pas le gouvernement qui choisit qui va être temporaire. Ah, ben je te suis, il y a cette mécanique-là. Là, on s'entend, parce que ça devient comme des espèces de vases communicants, d'une manière ou d'une autre. Je comprends. C'est tellement compliqué, puis c'est difficile à vulgariser puis à réfléchir, puis c'est pour ça que souvent, on entend beaucoup de slogans, de monde qui se déchire la chemise, etc. Mais il faut le penser de manière sérieuse aussi si on veut en venir à une solution. Tu trouves pas qu'à la base, et puis je suis content de te parler de ça, tu trouves pas qu'à la base, il y a un problème où est-ce qu'on a plein de catégories très différentes qu'on appelle immigration? C'est comme... Je trouve ça hallucinant qu'on rentre l'ingénieur irakien, parce que honnêtement, pour monsieur, madame, tout le monde, l'immigration, ça inclut le droit d'asile, ça inclut le regroupement familial, ça inclut la main-d'œuvre que le patronat dit. Puis on est tous là en train de dire l'immigration. Ça, c'est un non-sens. On devrait toujours, à la rigueur, il faudrait avoir des mots différents, ou au moins qu'on complète l'immigration de travail. Tu me suis? Es-tu d'accord avec ça? C'est un problème de linguistique grave. Parce qu'après, ça passe dans les nouvelles. L'immigration. C'est quoi c'est que le résultat, il est quand même là. Parce que si tu as, par exemple, 600 000 résidents non permanents sur une population de 9 millions, tu te dis, bon, OK, il y a quand même un phénomène unifié là-dedans. Mais c'est vrai que, par exemple, je ne sais pas si les gens le savent qu'en ce moment, il y a presque autant de demandeurs d'asile sur le territoire que de travailleurs temporaires. Puis évidemment, ces deux catégories-là sont vraiment pas venues par la même mécanique. Il y en a qui ont été invités, il y en a qui n'ont pas été invités. Exact. Puis c'est vrai que c'est pas pareil. Puis à ce moment-là, c'est vrai qu'un gouvernement qui va devoir régler ce problème-là va devoir, j'espère, user de discernement pour régler. Puis tu vas pas baisser proportionnellement dans toutes les catégories. Après, sur quoi est-ce que le gouvernement du Québec a du jeu, tu sais? Les gens qui viennent ici, qui demandent l'asile, que parce que Ottawa, ça leur prend 2 à 3 ans à traiter le problème, mais sont un peu là. Puis parce que aussi le Québec est assez généreux dans les services qu'ils offrent, n'ont pas d'intérêt à changer de province. Dans le concret, Étienne-Alexandre Beauregard, dans le concret, mettons que c'est toi qui es en charge. Qu'est-ce que tu ferais de différent de ce qui se fait actuellement? En termes de mécanique d'accueil. Oui, bien d'abord, moi, j'aurais fait en sorte que les sélections permanentes, ça passe à travers les critères du gouvernement du Québec. Ceux qu'on a toujours pris pour régulariser une immigration permanente, qui d'habitude a fonctionné assez bien avant que la chaîne débarque, là, après 2015, puis plus encore après 2020. Première chose que je ferais. Deuxième chose, c'est sûr qu'il faut, en fait, puis là, il y a beaucoup de choses de ça qui relèvent du fédéral. Hein. Mais si on a autant de demandeurs d'asile, notamment au Québec, c'est parce qu'il y a toutes sortes de pays où tu n'as pas besoin de visa pour venir ici. Fait que tu peux arriver comme touriste, puis après demander l'asile. Puis on a vu aussi, d'ailleurs, à cause qu'il y a eu beaucoup de laxisme du côté des universités puis des institutions d'enseignement supérieur, des étudiants qui sont arrivés, qui n'ont jamais payé leur cotisation, qui sont jamais allés à un cours dans leur session, puis qui ont juste demandé l'asile après. Fait que, il y a toutes sortes de boulons comme ça. On pourrait dire. Exact. Puis c'est pour ça que ça devient un peu pervers quand tu as des voies d'accès comme ça à partir du passage temporaire pour devenir permanent. Parce que si on te vend le programme comme citoyen, comme temporaire, en disant non, attention, pas des gens qui vont rester pour toujours, c'est un mandat. Puis historiquement, l'immigration temporaire, c'était ça. Hein. Souvent, c'était beaucoup dans le monde agricole, avant que ça commence à vraiment monter. Des gens, souvent, venaient d'Amérique du Sud, venaient ici, travaillaient, faisaient plus d'argent que ce qu'ils pourraient faire dans leur pays pour la même période, retournaient, étaient très heureux. Puis ça se passait bien, c'était vraiment temporaire. Mais là, aujourd'hui, à partir du moment où tu as des gens qui viennent sous un peu l'impression tacite qu'ils vont pouvoir rester après, alors que c'est pas vrai, alors qu'il n'y a pas de promesse là-dedans, puis qu'il faut même que tu prouves au gouvernement du Canada que tu as l'intention de repartir quand tu arrives comme temporaire. Mais là, on dirait que la frontière est comme floue. Et moi, je pense que si on remettait une vraie frontière entre l'immigration qui est temporaire et l'immigration qui est permanente, on aurait déjà un progrès. Parce qu'après ça, il n'y a pas personne qui pourrait arriver en disant « Ah là, vous m'avez vendu un rêve qui était pas vrai. » Puis on arrêterait de parler de chiffres basés sur ces bidons, là. Ben, c'est vrai qu'il y a comme deux flux en même temps. Basés sur quoi? Je veux dire, si on dit 50 000 aujourd'hui, mais alors que le vrai chiffre, c'est quand même plus de 500 000 résidents non permanents, il y a effectivement toutes sortes de conflits. Puis une époque où l'immigration temporaire était très petite,
50 000, c'était le vrai chiffre. Oui. Mais là, ça a tellement monté, particulièrement dans l'après-COVID, qu'effectivement, ton 50 000, bon, qu'est-ce qui vaut aujourd'hui sur la population réelle des gens qu'on va croiser dans la rue, qui vont demander des services publics, etc. C'est vrai que c'est vraiment pas le portrait au complet. Oui. Hey, merci beaucoup, Étienne Alexandre Beauregard de l'Institut Cardus. Tu vas me parler de ça aussi le prochain coup. Avec Parce que c'est un peu, genre, c'est quoi cette affaire-là d'Institut de recherche de patente? Ça m'intéresse, mais je suis très content de t'avoir vu. Ça va me faire plaisir de repasser. À bientôt, mon vieux.